Qui mieux que le conférencier suivant pour commencer de répondre à la présentation qui a été faite, et je les en remercie, par deux des co-auteurs de ce rapport. J'invite donc maintenant Bertrand Depute, qui est éthologue, qui est professeur honoraire des écoles vétérinaires et qui est membre de l'Académie vétérinaire, à nous donner son point de vue d'éthologue. Bertrand, tu as le temps nécessaire pour parler. Merci. Merci Jean-Luc, merci à Madame la délégatrice et merci aussi à Jean-Luc pour cette invitation, très gentille invitation, qui me permet de retrouver l'école de Lyon que j'ai côtoyée pendant une dizaine d'années, il y a quelques 10 ans maintenant. Donc il faut que je fasse vite et je vous expliquerai ça après, mais je vais être victime du syndrome d'Elsa Popine, c'est-à-dire que tout le monde a tout dit avant, donc j'ai plus rien à dire. Mais enfin, comme on m'a invité gentiment, je vais essayer de trouver quelque chose à rajouter. Alors, les éthologistes, moi je dis éthologiste, mais bon, vous m'en voudrez pas, vous traduisez éthologiste égale éthologue. Nous n'avons pas abordé explicitement, ou ceux qui m'ont précédé n'ont pas abordé explicitement la problématique de la conscience, mais l'ont largement fait implicitement en abordant tout ce que vient donc d'exposer Pierre Lenindre. Mais les éthologistes ont toujours alimenté la question fondamentale de existe-t-il une continuité ou une discontinuité entre l'ensemble des espèces animales non humaines et l'espèce humaine. Et la conscience participe de ce questionnement. Les éthologistes et avant eux les naturalistes fondent leurs recherches ou leurs réflexions sur l'observation des animaux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ils observent et analysent les réponses de ces animaux aux défis de leur environnement dans le cadre de leur vie de relation. Et de cette manière-là, les éthologistes se démarquent de ceux qui parlent au nom des animaux ou à la place des animaux sans les observer ou chercher à comprendre le comportement d'une manière raisonnée. Alors, dans ma conférence, je vais la diviser en 3 parties, ça fait toujours très bien, ça fait très énarque. Donc avant l'émergence de l'éthologie, de l'origine de l'éthologie à nos jours, et je conclurai. Alors avant l'émergence de l'éthologie, les naturalistes, encore une fois, par l'observation attentive de nombreuses espèces animales, ont acquis la conviction que les animaux avaient des compétences comportementales qui présentent certaines caractéristiques qui sont celles de la conscience que les humains se reconnaissent. Bon, je ne reviendrai pas sur... Je vais quand même parler de Descartes, mais Jacques en a parlé tout à l'heure, était considéré comme le chantre de la discontinuité entre les espèces animales et l'espèce humaine sur la base de la présence ou de l'âme, alors qu'il reconnaissait une continuité physiologique au sein du règne animal. Mais à la même époque, Marin Curot de la Chambre, par l'observation des animaux, leur reconnaissait une capacité de raisonnement du fait de la complexité des comportements qu'ils pouvaient observer. Et à la même époque, il y a eu un débat très chaud avec un monsieur Chanet qui, lui, soutenait que les comportements de ces espèces animales relevaient d'instincts, rappelant ainsi donc le caractère d'automate que Descartes leur reconnaissait. Donc ce débat de la conscience, dont on a l'impression que c'est quelque chose de très nouveau, c'est en fait un vieux marronnier dans la réflexion philosophique et ici, dans ce qui me concerne, la réflexion biologique. Un siècle plus tard, Charles Leroy a écrit et affirmé « Je dis, monsieur, que les bêtes sentent comme nous, et je crois que pour penser autrement, il faudra absolument fermer ses yeux et son cœur. » Donc encore une fois, si vous n'observez pas les animaux, vous pouvez leur refuser, leur dénier toute capacité. Si vous les regardez, c'est beaucoup plus difficile. Alors là, on bénéficie des écrits de Georges Leroy, le fac-similé de ses écrits. Ce n'est pas trop facile à lire, mais j'ai voulu le transcrire intégralement. Il me paroît donc impossible de ne pas admettre les sentiments dans des bêtes, les plus obstinés partisans de l'automatisme leur accordant encore tacitement la mémoire, car ils veulent des chiens sages et les corrigent. Donc il a reconnu que là, si on peut leur dénier des choses, mais en fait, on leur attribue quand même d'une autre manière, puisqu'il n'est pas capable, si les animaux étaient aussi instinctifs ou aussi automatiques, ils ne seraient pas capables d'apprentissage.
Et il faut que les naturalistes distinguent avec beaucoup de précision ce qui est produit par la sensation simple, par la réminiscence, par la comparaison entre un objet présent et un autre que la mémoire rappelle, par le choix qui est une suite de jugements, enfin par la notion de la chose jugée qui s'établit dans les mémoires et que la répétition des actes rend habituelle et presque machinale. Quand on lit ça, donc des écrits du XVIIIe siècle, on a là la description très claire d'un processus cognitif, comme on les appelle maintenant. Et il ajoutait, mais celui qui voudra se familiariser avec les animaux et prendre la peine d'étudier longtemps leurs actions pour deviner leurs intentions, y trouvera matière à des spéculations bien plus étendues et même d'un genre différent. Donc encore une fois, c'est par l'observation des animaux, et Tim Bergen l'avait dit, si vous vous intéressez au comportement des animaux, il disait « Don't read too many books, watch the animals ». Ne lisez pas trop de livres, lisez des articles scientifiques, mais pas trop de livres, mais regardez les animaux. L'émergence du transformisme a donc donné un éclairage nouveau à la question de la continuité et discontinuité entre les espèces animales et l'homme. Et Lamarck faisait une distinction très claire entre les animaux fixés et les animaux non fixés, étant donné que dès que l'animal devient mobile, il se pose des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que ceux qui sont fixés. En revanche, il est capable aussi de les résoudre. Et pour la production du sentiment, Lamarck affirmait qu'il faut que le système nerveux soit déjà très composé, comme il faut qu'il le soit bien davantage encore pour pouvoir donner lieu au phénomène de l'intelligence. Et puis donc on arrive à Darwin, qui donc prônait la continuité en disant le canon de l'histoire naturelle selon laquelle la nature ne fait pas de saut, ça c'était écrit en latin, natura non facit saltum, est applicable aux instincts aussi bien qu'aux structures corporelles. Et Darwin remarquait que les humains peuvent aussi effectuer des comportements habituels de manière inconsciente, comme ils sont capables de volonté consciente. Et il soulignait que le mental power introduit une grande différence de degré, donc encore une fois ici pas de nature, de degré entre l'espèce humaine et les autres espèces, même s'il existe des changements graduels des structures anatomiques. Et enfin, il remarquait, et ça c'est important de le lire de la part d'un continuiste convaincu, que l'intervalle entre le pouvoir mental des grands singes et de l'homme est bien plus petit qu'entre les poissons et les grands singes. Cependant, cet intervalle est immense et représente une barrière infranchissable. Donc, de la part d'un continuiste, c'est une déclaration importante à considérer. Et à l'opposé de Romanes, dont il a été question tout à l'heure, Morgan, lui, prône, dans son Introduction to Comparative Psychology, le recours à une approche expérimentale du comportement des animaux et non à des collections d'anecdotes. Il fait de la conscience, et là il utilisait le terme consciousness, le thème central de son approche du contrôle des comportements sur une base expérimentale. Il attribue à ce mode de contrôle un caractère gradué où le niveau le plus bas est la conscience inconsciente, donc le unconscious consciousness. Donc c'est toujours... Donc ce sont des choses dont Jacques Servière nous a parlé tout à l'heure. Et il avançait l'argument, qui est important et qui sera repris encore après, puisque l'homme ne fait qu'inférer des états de conscience aux autres humains, pourquoi ne pas le faire aussi pour les animaux ? Il reconnaît que les états de conscience des espèces animales non humaines puissent être différents de ceux que l'homme est capable d'exprimer par le langage. Alors, on va passer maintenant à l'éthologie. Donc, Tim Bergen et Lawrence, dans les années 30, inscrivent l'éthologie objectiviste dans la stricte approche darwinienne d'une continuité entre les espèces animales et en particulier dans une continuité des psychismes. Et ils font leur l'aphorisme de Dobzhansky selon lequel rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et ils mettent l'accent sur la continuité et considèrent les comportements comme des unités taxonomiques au même titre que les structures anatomiques, tout à fait dans la ligne de Darwin. Mais en insistant sur le caractère adaptatif des comportements,
ils mettent en fait l'accent sur le caractère mécaniciste et déterminé des comportements qui relèveraient plus de quelque chose d'automatisme et d'automatisme génétiquement programmé. Et le concept de conscience ou de raison est absent de leur réflexion ou des interprétations de leurs résultats lorsque ce sont des recherches, comme Tinbergen. L'apport des expérimentateurs américains comme Schnerla et Lerman ouvre les horizons de cette éthologie objectiviste en mettant en avant la dialectique entre l'animal et son milieu, la notion de plasticité et de développement. Et il a fallu attendre la fin des années 70 pour que Griffin, qui était un éthologiste spécialiste du comportement des chauves-souris, publie en 1976 ce qui est pour les éthologistes un véritable manifeste, The Question of Animal Awareness, Evolutionary Continuity of Mental Experience. Donc vous voyez, il n'utilise pas le terme consciousness, mais il utilise le terme awareness. Et il remarque que depuis plusieurs décennies, les éthologistes et les psychologues comparatistes ont accumulé et analysé des comportements de plus en plus complexes ou de plus en plus de comportements complexes. Et donc, il faut ouvrir l'horizon de l'éthologie et ne pas la garder strictement dans le cadre qu'avaient fixé Tinbergen et Lawrence. Et donc, quand on fait... il ajoute, et ça vous rappellera ce que j'ai dit tout à l'heure pour Morgan, nous acceptons la réalité de nos propres expériences mentales, même sans en avoir de preuves rigoureuses. Donc pourquoi ne pas en faire l'hypothèse chez l'animal? Et quand on fait l'hypothèse d'une continuité, ça n'implique pas de croire que toutes les expériences mentales des animaux doivent être identiques aux nôtres. Et de fait, il n'y a aucune raison de penser que ces expériences soient absolument identiques chez Homo sapiens, par exemple, entre les hommes et les femmes, et entre les enfants et les humains. Et il citait à cet égard-là Wittgenstein qui disait « Un être humain peut être une complète énigme pour un autre ». Donc, Griffin proposait qu'il est utile et même parcimonieux d'invoquer quelques degrés, même limités, de prise de conscience consciente, ce qu'il appelait la consciousness, plutôt que de postuler de lourds enchaînements de réflexes et des états internes de motivation. Et il a dressé un tableau où il partait de ce qui était OK pour les éthologistes objectivistes vers ce qu'il considérait, alors ce que les éthologistes objectivistes considéraient comme tabou. Et donc, on avait comme OK les modèles neuronaux, les images de recherche, et comme tabou, en dernier lieu, la conscience. Et Griffin insistait sur le fait qu'il était nécessaire d'être extrêmement prudent tant que des méthodes adéquates n'étaient pas conçues pour rassembler les données indépendantes et vérifiables à propos des caractéristiques et de la signification de toutes les expériences mentales que l'on peut mettre en évidence chez les animaux. Et là, il proposait donc que se développe une nouvelle branche de l'éthologie cognitive, pour en faire, qui devait être une véritable science expérimentale. Et comme Morgan est en opposition à Romanes, Griffin réaffirmait que le pluriel d'anecdotes est no data, pas de données. Et pour Griffin, il n'est donc ni logique ni parcimonieux de dénier une capacité, là en l'occurrence la conscience, aux espèces animales non humaines, alors même qu'elle n'est pas encore objectivée chez les humains et que les performances de ces animaux la suggèrent, au moins sous une forme qui leur serait particulière. Et l'existence de l'awareness ou de la consciousness paraissent donc maintenant évidentes à travers les avancées scientifiques des recherches qui concernent, comme l'ont rappelé mes collègues précédemment, la mémoire, et notamment la mémoire épisodique, le traitement et l'organisation des stimuli que les organismes perçoivent, notamment les phénomènes de discrimination, de catégorisation et d'appariement conceptuel, les phénomènes de reconnaissance, et là, ici je sais qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a travaillé sur la reconnaissance chez le chien, la communication, particulièrement chez les espèces sociales, le comportement social et l'organisation des groupes sociaux, où on retrouve ce qu'a cité Pierre Lelin tout à l'heure, les phénomènes de tromperie qui ne donnent lieu qu'à des anecdotes, mais aussi la théorie de l'esprit, dont il a parlé aussi, qui concerne l'attribution d'un savoir à l'autre, et là qui a donné lieu
qui donne toujours lieu à beaucoup de recherches. Et enfin, le dernier domaine, la métacognition, l'animal sait qu'il sait ou sait qu'il ne sait pas, et qui donne aussi lieu à des approches expérimentales. Et enfin, je conclurai. Pour les éthologistes, à la question « existe-t-il une conscience animale ?», ça fait un peu fin de procès, les éthologistes répondent « oui, sans doute ». Il n'y a aucune évidence que nous puissions rejeter cette hypothèse, notamment chez beaucoup d'espèces de vertébrés, mais pas exclusivement. À la question « cette conscience animale est-elle identique à celle que l'homme se reconnaît ?», la réponse est non, sans doute. Donc l'éthologiste questionne, il ne parle pas au nom de l'animal, il demande à l'animal, il questionne les individus d'espèces animales variées et essaie de comprendre les réponses qu'il lui donne à observer. Donc nous devons nous poser la question que Frans de Waal vient de développer élégamment dans un livre récent, « Are we smart enough to know how smart animals are ?» Sommes-nous assez intelligents pour comprendre à quel point les animaux sont intelligents? Et « to know » ici fait référence à une connaissance scientifique, donc expérimentale, des capacités cognitives et au-delà de la possibilité d'une activité consciente. Et cette connaissance relève des travaux en éthologie cognitive, la discipline que Griffin a appelée de ses voeux et a contribué à fonder, mais aussi de la psychologie comparée. Les recherches sur le bien-être des animaux relèvent de la même démarche scientifique de l'éthologie. Ce qui importe pour les éthologistes, ce sont les réponses que donnent les animaux et non les décisions que l'on prend pour eux, sans les avoir consultés ni observés. Il n'est pas douteux que la prise de conscience, awareness, ou la conscience, consciousness, sont deux phénomènes qui interviennent dans l'appréciation du bien-être animal dans la mesure où ils participent du contrôle du comportement. Et donc, les humains doivent s'accommoder, grâce à leur sens moral, de l'existence d'une conscience chez les espèces animales, notamment domestiques, quelle qu'en soit la destination. Et je vous remercie pour votre attention.